Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'actu hardware et comme vous le saviez, je pense, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que AMD a annoncé hier soir à 21h lors de leur conférence les nouvelles cartes graphiques qui vont arriver très bientôt du coup, on va devoir patienter encore un mois avant de pouvoir les retrouver dans nos boutiques, mais on a déjà beaucoup d'informations sur les cartes graphiques qui devraient arriver et je pense que ça va faire vraiment très mal à Nvidia. Mais avant de commencer cette petite vidéo, je souhaitais tout simplement vous informer que je souhaite être beaucoup plus régulier sur ma chaîne YouTube et notamment en publiant une vidéo le mardi à 18h et le jeudi à 18h aussi. Alors après il y aura sans doute d'autres vidéos qui vont venir à des moments un peu plus spontanés comme celle-ci où c'est de l'actu hardware et je me devais forcément de faire une petite vidéo dessus parce que j'étais vraiment hype sur les cartes graphiques de chez AMD et là le fait de vraiment avoir beaucoup d'informations dessus, et bah il y a beaucoup de choses comment dire, à redonner aux autres personnes, parce que je pense que tout le monde n'a pas pu suivre le live d'AMD et donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Alors, on va commencer avec des informations de base, des informations qui ont été communiquées sur directement le site d'AMD, de quoi avoir des informations qui sont officielles. Alors, comme vous le savez, on passe sous l'architecture RDNA 3, qui est la nouvelle architecture pour nos cartes graphiques, les RX 7000. On a aussi un petit truc, enfin, je sais pas si on peut trouver ça vraiment sympa, mais on a un DisplayPort 2.1. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la 8K à 165 Hz. Alors après de là, est-ce qu'on va pouvoir les utiliser véritablement? Je pense pas, parce que déjà la 8K ça consomme énormément de ressources. Et la 165 Hz, je pense que ça va être encore un peu problématique. Ça va pas arriver tout de suite, mais c'est toujours la bienvenue. Alors comme on peut le dire, enfin comme on peut le voir ici, il parle d'efficacité énergétique, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Alors au niveau des performances de la carte graphique, on va parler de la RX 7900 XTX. Alors d'ailleurs je l'avais dit dans ma précédente vidéo, enfin dans la vidéo de mardi justement sur les derniers leaks qu'on savait des cartes, et bah que justement il y aurait une version XTX, une version qui serait un peu à l'équivalent de la TI qu'on peut retrouver chez Nvidia, une version un peu plus survitaminée. Alors là on a les performances de la carte, on peut voir les FPS là. Alors ça a l'air très intéressant. De la sci à 100%, je pense que ça sera toujours mieux d'attendre que quelqu'un fasse un bench et pas une marque, de façon à ce qu'on soit déjà un peu plus sûr. Alors là, les caracs, enfin les spécifications des deux cartes qui ont été annoncées hier soir, on a sur la XTX 96 unités de calcul contre 84 pour la XT classique. Au niveau des cœurs qui gèrent le ray tracing, c'est pareil, 96 et 84 pour la XT. Au niveau du fréquençage, on est à 2,3 GHz pour la 7900 XTX et on est à 2 GHz pour la XT. Et au niveau du cache, on est à 96 MB pour la XTX et 80 pour la XT classique. Au niveau de la VRAM, c'est la GDDR6 pour les deux et la XTX est à 24 Go et la XT à 20. Alors 24 Go, je pense que c'est encore c'est un peu gros quand même. Je pense que c'est quand même une carte graphique pour une utilisation professionnelle quand même un peu. C'est pas du petit GPU, mais je pense que ça sera déjà beaucoup plus intéressant que Nvidia pour le gaming. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau avec l'architecture RDNA 3? Eh ben on a beaucoup de choses. On a le ray tracing de deuxième génération de chez AMD. On a une accélération basée sur l'IA, donc le FSR qui a été rajouté par AMD. On a aussi beaucoup d'autres choses. On a le double moteur média AV1, donc un encodeur et un décodeur AV1. Donc ça va être vraiment très intéressant pour une utilisation un peu plus professionnelle. Alors maintenant, on va regarder un peu plus les specs en profondeur de la carte sans trop rentrer dans les détails, parce que je pense que le nombre de transistors, pour la plupart des personnes, ça va pas trop les intéresser. Alors, là, on va avoir la fréquence boost de la carte graphique. On est à 2,5 GHz, donc voilà. Après, une chose qui est vraiment très intéressante, mais je sais pas s'ils le disent là-dedans, c'est que la carte consomme dans les alentours de 350 watts. Donc c'est vraiment pas grand-chose quand on compare avec une 4090.
Un autre point qui est positif, c'est au niveau du connecteur de la carte graphique. On n'a pas le même connecteur que sur la RTX 4090, hein. On n'a pas le fameux 12 VHPWR qui a été choisi avec la norme ATX 3.0 et tout ça. Non, là on reste sur les connectiques classiques, donc c'est un gros point positif, sans compter qu'avec les problèmes qu'on a actuellement, c'est un peu problématique, même si j'en doute pas que le connecteur soit quand même bien pensé, hein, il l'aurait pas sorti. Mais il y a quand même des petits problèmes, surtout avec des cartes qui consomment énormément. En 350 watts, c'est pas énorme. Mais ça m'embêterait d'utiliser quelque chose que je sais qui est pas optimal non plus. Alors, autre chose qui est vraiment très intéressant, c'est que la carte utilise 2,5 slots. Donc vraiment, quand on compare avec les cartes de chez Nvidia qui arrivent à 3 slots et demi, ça, franchement, ça fait vraiment plaisir quand on voit ça. On a une longueur qui est amplement respectable. Et quand on regarde la carte graphique aussi, c'est qu'on voit que le PCB déjà est beaucoup plus grand que celui d'une carte de chez Nvidia, hein, parce qu'on voit qu'ils font des tout petits PCB. Et là, on voit que la carte est déjà un peu plus étalée, on va dire. Alors, quoi de mieux pour parler des actus d'AMD que de rediffuser le live d'AMD d'hier soir et de décortiquer un peu ce qui se passe. Alors, on va pas décortiquer toute la vidéo, hein, parce qu'il y a quand même encore 1 heure de live, donc c'est encore assez long. Et j'ai pas non plus un temps indéterminé. Alors, à ce moment-là, on a Lisa Su qui rappelle qu'au mois de septembre, on a eu les nouveaux processeurs, les Ryzen 7000. Bon, eux, on savait déjà de base que ça allait coûter très cher, non pas du prix du processeur, mais surtout du passage à la M5 avec le nouveau socket et tout ça. Les cartes mères coûtent relativement cher, la DDR5 qui est encore assez récente, et du coup, les barrettes de RAM qui coûtent assez cher encore pour l'instant. Donc voilà, mais par contre, je pense que Nvidia doivent s'en mordre un peu les doigts, doivent un peu paniquer à mon avis, parce que là, de ce que j'ai pu voir au niveau des cartes graphiques que AMD vont sortir, ils envoient quand même du lourd, hein. Bon, alors là, elle parle un peu de tout ce qui est du secteur d'AMD, tout ce qui est au niveau de la création des serveurs, des jeux et du streaming. Alors, à ce moment-là, Lisa Su dit que AMD se concentre plus sur les performances par watt de façon à proposer une solution qui soit vraiment très efficace en jeu avec des consommations électriques plus que raisonnables. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard avec la consommation électrique de la 7900 XTX qui est plus que raisonnable. Alors, je sais pas si vous savez, je pense que j'en ai parlé déjà dans mes premières vidéos sur les leaks qu'il y avait sur les cartes graphiques d'AMD. Bon, on savait déjà bien avant que RDNA 3 allait un peu changer en termes comment dire, de fabrication de leur GPU. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient plus sur une architecture monolithique, c'est qu'on fabrique directement une puce globale. En fait, si vous voulez, ils utilisent une architecture avec des chiplets ou en fait, si vous voulez, enfin ce qu'on appelle le MCM, donc le multiple chip module normalement, où en gros on aura une partie qui sera dédiée au cœur et une partie qui sera dédiée par exemple à la mémoire, etc. etc. Donc c'est un gros changement dans l'architecture des cartes graphiques d'AMD parce que pour l'instant, à ma mémoire, enfin de ce que je peux m'en souvenir, de ce que je connais, je crois que c'est les premières cartes graphiques avec une architecture MCM, alors que même Nvidia utilise du monolithique depuis déjà bien longtemps et il continue encore là actuellement. Alors, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce type de conception pour les GPU, hein. AMD utilise déjà ce type d'architecture déjà avec les Ryzen, où on peut voir que bah, c'est à ce moment-là que AMD a un peu ressorti la tête de l'eau, hein. On a eu des processeurs quand on a eu les 2000, les 3000, des processeurs qui étaient vraiment très efficients, qui étaient vraiment assez puissants et qui étaient là vraiment pour concurrencer Intel. Et ont mis une belle claque d'ailleurs à Intel à ces moments-là, hein.
Donc je pense que c'est très bien. Après, il va vraiment falloir qu'on ait les cartes dans nos mains pour pouvoir en juger par nous-mêmes. Et comme là, elle peut le dire, c'est que en fait, ça permet de vraiment d'optimiser le design, au niveau de l'architecture et tout ça, et d'être beaucoup plus efficient. C'est-à-dire que, enfin, moi je pense que c'est comme ça qu'ils doivent raisonner, c'est qu'ils doivent donner à tout un département d'ingénieurs, je pense, à se charger de tout ce qui est la partie une partie, par exemple, de la mémoire, et eux, ils s'occupent de ça, et une autre partie qui va s'occuper des cœurs, et une autre partie qui va s'occuper du ray tracing. Ça doit être, à mon avis, quelque chose dans ce genre-là, mais ça doit être beaucoup plus efficient qu'une équipe qui doivent... Enfin, je sais pas trop non plus comment ça travaille, hein, je ne conçois pas de processeur, mais je pense que ça doit être vraiment beaucoup plus efficient de travailler de cette manière-là avec des MCM que du monolithique. Alors, comme je vous le disais, là, avec le principe de chiplet, hein, on peut voir là, lors de la présentation, là, sur leur écran, on a des modules MCD et un module GCD. Donc, le GCD, c'est les Graphic Compute Die, donc c'est tout ce qui est avec les cœurs graphiques et tout ça. Donc, à mon avis, là, il y a tout ce qui est les cœurs qui sont dédiés au ray tracing, les cœurs, les unités de calcul, et on a les MCD qui est tout ce qui est le cache de mémoire et tout ça. Donc, je pense que ça doit être vraiment très intéressant parce qu'en plus de ça, et mettons qu'ils développent juste ce module-là, qui par exemple, je vais dire une connerie, mais c'est un module de 20 mégabits pour leur cache, et bah en fonction de la gamme de cartes graphiques, ils vont en mettre soit un, soit 2, soit 3, ou voire 6 pour le plus gros de gamme. Donc à mon avis, ça doit être vraiment très intéressant de travailler sur une architecture comme ça. Bon, alors là, il rappelle un peu le nombre de transistors qu'il y a dans la carte, la mémoire et tout, tout ce qui est de la VRAM, mais ça on en a déjà parlé. La carte a une puissance de 61 teraflops secondes, donc c'est vraiment énorme. Après, il parle de la rapidité de chiplet, de l'interconnexion entre les chiplets, et ils disent 5,3 terabytes seconde. Alors ça, c'est vraiment une information, je pense, hein, à mon goût, à prendre avec des pincettes, parce que significativement, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner en termes de performance. Alors, petit aparté, là, vite fait, franchement, au niveau du design, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que déjà le design de la génération d'avant, il était vraiment... Enfin, moi, je l'aimais bien, personnellement. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Et celui-là, il a été un peu retravaillé, rajoute un peu de LED en plus et tout ça. Franchement, j'aime beaucoup le nouveau design qu'ils ont. Et de toute façon, on peut pas les critiquer au niveau design quand on voit que la seule modification que Nvidia ils ont eue sur leur Founders Edition, c'est d'épaissir la carte et de changer un tout petit peu la taille du ventilo et la disposition du connecteur d'alim. Franchement, là, AMD ont quand même beaucoup plus retravaillé leur carte que Nvidia. On sait pas non plus pour leur jeter les fleurs, hein. Moi, de toute façon, je n'ai pas comment dire, de constructeur favori. Je prends toujours pour mon budget à moi le meilleur. C'est-à-dire que si là, du jour au lendemain, c'était AMD qui était meilleur pour les cartes graphiques. Enfin, bon, après, je pense pas que je vais changer le PC du jour au lendemain, mais au moment où je change de config, et bah, je prendrai une carte graphique AMD. Et si le processeur le meilleur du moment pour mon tarif à moi, enfin mon budget à moi, et bah j'irai chez Intel. Mais franchement là c'est vraiment des très belles cartes. Bon alors à ce moment-là ils disent que on peut avoir jusqu'à, parce que le up to c'est jusqu'à 50% en plus par, alors CUC, Compute Unit, donc unité de calcul. Alors j'ai oublié, hein, mais avec le DisplayPort 2.1, on a de la 4K à 480 Hz. Enfin, images par seconde, c'est pareil. Mais toujours la même chose, c'est que 480 images par seconde, on l'aura jamais sur des gros jeux si vous jouez avec des grosses définitions. Enfin, pas avec des grosses définitions, mais avec tout ce qui est les détails à fond, ça ne passera jamais. Donc c'est bien de l'avoir mis, mais l'utilité derrière, je pense pas que ce soit un plus que ça. Alors, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une puissance de 355 watts consommée par la carte. Donc, quand on compare avec ce qu'il y a en face chez les concurrents, c'est-à-dire chez Nvidia, où on a des cartes qui consomment dans les alentours de 100 watts de plus, là, AMD, on fait vraiment du bon boulot
Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui seront rebutées avec Nvidia, avec le fait qu'ils vont devoir changer d'alimentation. Alors que là, si vous avez des alimentations dans les alentours de 800 watts, ça va amplement faire le café. Enfin, vous allez amplement pouvoir installer une carte graphique comme ça dans votre PC. Donc franchement, ça c'est très intéressant. Et je pense que AMD ont bien travaillé là-dessus, sur l'efficience de leur carte. Donc là, toujours pareil, on est à 300 watts pour la 7900 XT classique. Donc franchement, pour une carte qui est quand même placée dans le haut de gamme, c'est plus que raisonnable. Alors là, quand même, là c'est quand même beau ce qu'ils viennent de faire, c'est que il y a eu un petit tacle vis-à-vis de Nvidia en disant que vous n'avez pas besoin de changer d'alimentation, vous n'avez pas besoin de changer de boîtier, et vous avez toujours pas besoin d'adaptateur. Donc là, c'est quand même un beau tacle à Nvidia, donc c'est quand même pas mal. Et on va pas nier que c'est quand même bien d'avoir ce que AMD propose. Alors, au niveau des perfs, en 1440p, on est à 300 fps sur Apex Legends, on est à 600 fps sur Overwatch 2, on est à 833 fps sur Valorant. Alors, ça reste des jeux compétitifs. On ne sait pas dans quelle qualité graphique, enfin avec quelle qualité graphique ils ont fait ces tests-là. Et bon, après ça, je pense que c'est avec la 7900 XTX, mais ça manque un peu d'informations et c'est pas représentatif à 100% de vraiment des perfs de la carte, même si je pense que la carte fonctionne très 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 bien. Alors là, il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que en 8K sur Assassin's Creed Valhalla, on est quand même à 96 FPS. En fait, tout à l'heure, j'étais là à dire que je pense pas que ça tienne la 8K, et quand même sur Assassin's Creed Valhalla, je pense que c'est énorme, mais toujours pareil, ça à prendre avec des pincettes, c'est que au niveau des qualités graphiques, on ne sait pas encore avec quoi, enfin, on ne sait pas quel était le niveau de qualité graphique. Donc ça reste toujours à prendre avec des pincettes, mais quand même c'est une belle performance d'avoir du 96 images par seconde sur un aussi gros titre et en 8K. Alors là, toujours pareil, on a des petites informations de performance. Alors, toujours sur la 7900 XTX, en 4K avec du ray tracing. Là, il compare du coup la 6950 XT. Hop là. Il compare la 6950 XT. Et on peut voir quand même qu'il y a un beau gap de performance. Après, je pense que là, du coup, les tests ont été faits avec les mêmes qualités graphiques que ce soit pour l'une et pour l'autre, même si on ne sait pas si ça soit en max ou pas. Ah si, rectification. On voit que c'est en... Alors que le ray tracing est mis à fond. Alors on ne sait pas si les autres settings ils sont mis à fond, mais en tout cas le ray tracing à fond, on voit qu'il y a quand même un beau gap de performance. Bon, alors on va terminer avec les annonces logicielles qui ont été faites pour aller avec les nouvelles cartes de AMD. Et donc on sait qu'il y a le FSR 3 pour résumer qui arrive. Alors il offrirait à peu près 2 fois les performances du FSR 2. Donc ça reste quand même très intéressant. On a aussi l'AMD Hyper RX. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça devrait arriver au début de l'année 2023. Ça arriverait pas tout de suite, mais où en fait les performances ont augmenté de 85% et la latence a été divisée par 3. Donc c'est une technologie qui arriverait au début de l'année 2023, donc ça reste quand même très intéressant. On a aussi l'encodeur AV1 qui arrive, donc ça c'est un gros point positif pour tout ce qui est création. Et on aura également le Smart Access qui va nous permettre, si on a un CPU et un GPU AMD, d'avoir un gain, enfin ça c'est AMD qui annonce un gain de 30% en plus sur tout ce qui va être sur le gaming et la création. Alors ça peut être vraiment très intéressant. Le tout, c'est quand même d'attendre des benches qui vont être faits par des personnes qui auront la carte dans leurs mains et que ça soit pas la marque qui le fasse. Après, je pense que AMD sont vraiment très bien partis pour concurrencer Nvidia sur cette génération-là. On a des cartes qui sont vraiment très efficientes. Si elles tiennent ce qui a été annoncé là. On a vraiment beaucoup de belles choses qui ont été annoncées.
On a la XTX qui a été annoncée, on a la XT tout court qui a été annoncée, enfin pour les 7900. Après, je me dis qu'il y aurait peut-être éventuellement au bout d'un an l'arrivée d'une 7950 XTX ou quelque chose dans ce genre. Parce que moi, ce qui me paraît étrange, c'est que Nvidia, eux, partent sur la GDDR6X et AMD partent sur la GDDR6, qui est un peu plus, vieille, on va dire ça comme ça, qui n'est pas la dernière technologie de sortie. Donc peut-être que éventuellement au bout d'un an, il sortira une version un peu plus costaud de la 7900 XTX. Mais ça peut être vraiment très intéressant. Alors, moi personnellement, si je pourrais vous conseiller, c'est d'attendre vraiment la sortie des cartes. Les sorties de cartes, je vous en ai pas parlé, mais elles devraient arriver, je crois de mémoire, le 13 décembre. Donc il reste plus beaucoup de temps à attendre. Et je crois que j'ai zappé en même temps tout ce qui était au niveau du prix de ces nouvelles cartes. Et ben il faut savoir que ces cartes-là vont vraiment faire très mal à Nvidia car elles sont vraiment pas très chères, hein. Enfin, bon, c'est quand même du haut de gamme donc ça coûte quand même relativement assez cher. Mais on parle de 1000$ pour la 7900 XTX et de 900$ pour la XT classique. Donc, ça va faire vraiment mal à Nvidia, à mon avis. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo te sera utile. Et j'espère qu'elle t'a plu, bien évidemment. N'oublie pas de t'abonner, de like et de commenter, bien sûr. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et dites-moi si vous êtes hype ou non sur les nouvelles cartes d'AMD, si vous allez attendre et de voir un peu comment ça se passe. Sur ce, je pense qu'on va se retrouver prochainement pour un épisode de Satisfactory. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!